Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Alors, la présentation d'aujourd'hui est à propos des prolapsus des organes pelviens. Donc, le prolapsus utérin, prolapsus vaginal et le système POPQ. Alors, durant cette présentation, nous allons aborder successivement l'anatomie du diaphragme pelvien, les prolapsus utérins, les types, les causes, les risques facteurs, les symptômes, les degrés et la classification. Ensuite, nous allons aborder les prolapsus vaginaux, les types, les causes, les symptômes, le cystocèle, le rectocèle, l'entérocèle, et puis comment établir le diagnostic. Et enfin, la conduite à tenir. Alors, dans la conduite à tenir, il y a le versant médical, les exercices, la rééducation périnéale, l'exercice de Kegel, et la relaxation des muscles du pelvis, l'utilisation des cônes, l'usage des œstrogènes et le volet chirurgical, l'hystérectomie type colpographie antérieure ou colpographie postérieure ou sacro-hystéropexie. Nous allons enfin aborder le système POPQ système, qui est un système de quantification des prolapsus et de classification. Alors, lors de l'examen du pelvis, il existe deux triangles. Un triangle antérieur qui renferme l'urètre, les conduits urinaires, et le vagin, l'organe de la reproduction. Un deuxième triangle qui est postérieur et qui renferme l'anus pour le tube digestif. Alors, sur le plan étiologique, il est généralement admis que les prolapsus utérins et vaginaux sont liés à la multiparité. Plus les dames procréent, plus il y a de chances d'avoir des prolapsus. Mais il existe aussi des facteurs génétiques associés. Alors, lors d'un accouchement, quand on pousse un fœtus, un nouveau-né de 3,5 kg, 4 kg, eh ben, le bassin, les muscles du pelvis, ils subissent des étirements et ces étirements ils vont se manifester plus tard par des prolapsus. Alors, parmi les facteurs prédisposants, bien sûr, il y a l'âge, mais il y a aussi le déficit en œstrogène, qui est d'ailleurs lié aussi à l'âge. Les grossesses associées à des traumatismes sont prédisposants. Il existe aussi des facteurs génétiques. Quand on augmente d'une manière chronique la pression intra-abdominale, par exemple chez les personnes qui sont emphysémateuses ou quand il y a des pressions de toux chroniques, eh ben, c'est un facteur de risque. Alors, nous allons commencer par le prolapsus utérin. Alors, un élément très important dans la compréhension des prolapsus est de connaître cet angle de 90 degrés qui existe dans la statique entre l'utérus et le vagin. Dans une position normale, l'utérus est perpendiculaire au vagin, il forme un angle droit. Alors le prolapsus, c'est quoi? C'est la perte de cet angle droit, c'est la verticalisation de l'utérus. Alors cet utérus qui devient vertical, il suit son trajet, il descend, il descend, il descend jusqu'à ce qu'il apparaît en dehors du corps. Alors cette descente de l'utérus, elle est codifiée et elle obéit à des stades. Alors quand l'utérus fait avec le vagin un angle de 90 degrés, on dit que c'est le stade 0, mais
à partir du moment où l'utérus se verticalise et s'aligne avec le vagin, c'est le stade 1. Mais il est à 3 cm, il est à 1 cm encore au-dessus de l'hymen. L'hymen est une barrière, est un repère anatomique qui permet de classer le stade 1. Alors, le stade 2, le prolapsus, la descente de l'utérus, était au niveau de l'hymen, euh, même à 1 cm avant l'hymen. Le stade 3, l'utérus peut être déjà en dehors, il est déjà en dehors même d'1 centimètre, mais il ne pompe pas encore. Alors le stade 4, c'est la protrusion, c'est l'éversion de l'utérus. Alors à ce moment-là, l'utérus, il est complètement dehors, il est en dehors du corps. Il est suspendu, il est complètement suspendu. Alors, verticalisation de l'utérus, mais il n'atteint pas encore l'hymen, ce repère anatomique. Ici, la descente, l'utérus arrive au niveau de l'hymen. Une protrusion en dehors du corps, c'est la procidence de l'utérus. Alors, deux vues, l'une sagittale, l'une de face. Ici, on voit que l'utérus est complètement pendu en dehors du corps. Alors, nous passons au volet suivant, le volet des prolapsus vaginaux. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas de l'utérus qu'il s'agit, mais c'est du vagin. Donc, la paroi du vagin, elle va subir des modifications. Alors, le prolapsus vaginal, est-ce qu'il menace le pronostic vital? Non, mais c'est la qualité de vie qui est modifiée. Alors, si le prolapsus intéresse la partie antérieure du vagin, on parle de cystocèle. S'il intéresse la partie postérieure du vagin, on parle du rectocèle. Et si le prolapsus intéresse la poche de Douglas, on parle de l'entérocèle. Alors, dans le prolapsus vaginal, c'est cette partie qui est intéressée. Voici les 4 cas de figure. Une statique normale, une paroi de la vessie qui empiète sur le vagin, c'est la cystocèle. Une paroi du rectum qui empiète sur le vagin, c'est le rectocèle. Et si l'intestin s'interpose entre l'utérus et le rectum, c'est l'entérocèle. Donc, paroi antérieure cystocèle, paroi postérieure rectocèle, entérocèle, si c'est l'intestin qui s'interpose entre l'utérus et le rectum. Alors, une illustration de cette cystocèle. Donc, on voit ici la vessie, on voit ici la paroi antérieure et on voit que cette poche de la vessie qui empiète sur la paroi vaginale. Mais si le prolapsus intéresse la paroi postérieure du vagin, alors il s'agit du rectocèle. Alors, dans ce rectocèle, il faut savoir une chose, c'est que il y a une petite poche qui est remplie de sel et cette évacuation des sels, elle s'effectue par les doigts. Alors, cette vidange rectale, elle s'effectue par cette poussée. La dame, elle pousse avec ses doigts pour essayer d'évacuer, de vider pratiquement le contenu du rectum. Alors, le troisième cas de figure, c'est si entre la paroi postérieure du utérus et le rectum, il y a une déhiscence du cul-de-sac de Douglas, eh bien, on parle d'entérocèle. Alors, le diagnostic s'effectue par examen pelvien et pour avoir une vision correcte, on effectue ce qu'on appelle la manœuvre du Valsalva. C'est une poussée abdominale qui permet de faire sortir les organes génitaux, de les pousser en bas. Alors, vessie en position normale et
vessie en cystocèle qui empiètent sur le vagin. Alors, la conduite à tenir, il y a deux versants dans la conduite à tenir. Il y a le versant médical et le versant chirurgical. Alors, la conduite à tenir médicale, on commence d'abord par des exercices par la rééducation pelvienne, les exercices de Kegel. Euh, on utilise les œstrogènes dans des situations précises et on fait appel à des PCR. Alors, les exercices de Kegel, qu'est-ce que c'est? C'est des contractions volontaires du pelvis, des muscles du pelvis, pour renforcer le temps et la force musculaire de ces muscles qui sont affaiblis. Ça donne des résultats si la relaxation, si le relâchement des muscles est modéré. Les œstrogènes, euh, ils ont, ils aident dans l'atrophie vaginale parce qu'ils vont améliorer la turgescence. Mais les œstrogènes sont réservés pour la période de post-ménopause. Les PCR sont des appareils, des prothèses qu'on place dans le vagin pour restaurer pour restaurer l'utérus dans sa position normale, d'une manière artificielle d'ailleurs. Alors, c'est une solution qui aide pour les candidats qui ne sont pas chirurgicaux, des candidats qui souffrent d'un certain nombre de maladies, qui ne peuvent pas subir d'opérations chirurgicales. On préconise la position de PCR. On peut aussi renforcer le pelvis, les muscles du pelvis, par ce qu'on appelle de l'électrostimulation et technique du biofeedback. Alors, le but des exercices de Kegel, c'est de renforcer le tonus du muscle pubo-coccygien. Une posture droite dans les techniques de Kegel, une autre attitude pour renforcer ses muscles. Alors, cette rééducation pelvienne, elle a beaucoup elle, a elle renforce le support des organes, elle améliore les conditions sexuelles aussi, mais c'est aussi des techniques utilisées en matière d'incontinence urinaire. Cette rééducation pelvienne est aussi utilisée pour faciliter l'accouchement. Elle aide aussi dans les problèmes de prostate et elle est utile dans le traitement de la ménopause. Donc, cette rééducation pelvienne, on voit son large spectre. Alors, elle renforce la statique pelvienne, elle améliore le sexe, elle aide dans l'incontinence urinaire, elle aide dans les problèmes de prostate, elle aide lors de la délivrance au cours de l'accouchement, et elle aide aussi durant la ménopause. Alors, on peut utiliser des cônes pour renforcer le diaphragme pelvien. Alors, c'est des cônes de poids progressif en fonction de la force musculaire et on adapte le poids en fonction de l'évolution de la maladie. Ces techniques sont aussi utilisées dans l'incontinence urinaire. Alors, l'électrostimulation, comme son nom l'indique, c'est d'introduire des électrodes intérieures du vagin pour permettre, par l'émission d'électricité, de renforcer le tonus des muscles du bassin. Alors, les PCR, il y a différentes formes, il y a différentes tailles et différents usages. Alors maintenant, on passe au volet chirurgical du traitement du prolapsus. Alors, étant donné la descente du prolapsus, étant donné la descente de l'utérus dans le vagin, eh ben, on utilise l'accès vaginal. Pourquoi? Parce que l'utérus est déjà dans le vagin. La colpographie,
Alors, elle peut être antérieure ou, pour la cystocèle, ou elle peut être postérieure pour la rectocèle. Euh, Elle est dans l'incontinence urinaire aussi. Alors, en résumé, il faut se rappeler cette statique entre l'utérus et et le vagin dans une situation normale, cet angle de 90 degrés dans la suspension de l'utérus. S'il y a un prolapsus de la paroi vésicale à l'intérieur, c'est la cystocèle. Il peut y avoir aussi une partie de l'urètre, c'est l'urétrocèle. Si c'est la paroi postérieure du vagin, c'est la rectocèle. Et si c'est le cul-de-sac de Douglas qui s'interpose entre la paroi du vagin et le rectum, c'est l'entérocèle. On peut remettre d'une manière artificielle l'utérus qui sera suspendu par une prothèse, par la PCR. Alors il y a des formes et des tailles adaptées à chaque cas. Sinon, on utilise la sacro-hystéropexie. Alors, comme son nom l'indique, il y a le sacrum qui est connecté avec l'utérus pour suspendre le prolapsus. Alors, nous abordons enfin ce dernier volet de la présentation qui est le POPQ système. Qu'est-ce que c'est? C'est Pelvic Organ Prolapse Quantification System. Alors, ce système, c'est pour évaluer le degré de prolapsus des organes pelviens, pour avoir une standardisation, pour permettre un diagnostic, pour comparer, pour documenter et pour partager les données cliniques. Alors, quand on utilise le POPQ, cette quantification, la prévalence des organes, des prolapsus pelviens est estimée d'augmenter de 50%, alors que sans le POPQ, elle n'est que de 3%. Alors, elle permet la description des supports de la paroi antérieure de la paroi postérieure du vagin et de la partie apicale. C'est une technique qui utilise des distances précises de référence et le point de référence le plus important est l'hymen. Alors, la notation, à la fin, on dit que c'est un bon support, il n'y a pas de descente d'organes. Il peut y avoir le stade 0 ou 1 et jusqu'au stade 4, quand l'utérus est au-delà de l'hymen. Alors, comment on procède? Ici, c'est l'hymen. Alors, en dehors de l'hymen, vers dehors, c'est plus. Et avant l'hymen, c'est moins. Il existe des points antérieurs, il existe des points postérieurs. Alors, le grand A petit a, c'est le point antérieur A. Et grand A petit p, c'est le point postérieur P. Grand B petit a, c'est le point postérieur B. Et grand B petit p, c'est le point postérieur B. Alors, le C, le point C, c'est l'angle du vagin et de l'utérus. Et le point D, c'est le point du fornix. Alors, on établit la longueur TVL qui est la longueur totale, la hauteur totale du vagin. Le PB, c'est la longueur du périmètre du corps périnéal.
Alors, je répète, il y a les points antérieurs et les points postérieurs. AA et BA, c'est des points antérieurs. AAP et BP, c'est des points postérieurs. Les distances qu'on évalue, c'est TVL et PB et GH. Alors, tout ça, c'est par rapport à l'hymen. Tout ce qui est avant l'hymen, c'est négatif, et tout ce qui est après l'hymen, c'est positif. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, c'est-à-dire à la chaîne si vous n'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.